Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. C'est une coach nationale, mais pas que. Alors oui, c'est vrai, elle est celle qui accompagne et façonne les kitesurfers tricolores, la coach de ce groupe devenu référence mondiale depuis des années déjà et règne sans partage, ou si peu. Mais c'est aussi une créatrice, une entrepreneuse. À bout de bras et seule, il y a 16 ans, elle a monté son école de kite à Hyères, devenue depuis centre d'entraînement d'excellence. Elle a de l'audace et de l'énergie. Elle a été sportive de haut niveau aussi, 2 fois vice-championne du monde master et 5 fois championne de France. Alors oui, elle a enfilé le lycra plus d'une fois et elle sait. C'est aussi une maman, celle de ses enfants avant tout, eux aussi kitesurfers. Ça nous étonne à moitié. Un peu aussi celle de ses athlètes. En tout cas, elle y met beaucoup d'humain. Chez elle, la confiance est un mantra. La prépa mentale aussi, elle sait faire et ça compte. Elle connaît la beauté et la dureté de la montagne, où elle a passé la première moitié de sa vie entre snowboard et freeride. Aujourd'hui, avec Bertrand Dumortier, avec qui elle mène l'équipe de France, ils ont un objectif, accompagner Lauriane Nolot et Axel Mazella au plus haut à Marseille cet été, aux Jeux de Paris 2024. Et comme son truc à elle, c'est de rêver, d'accepter ses rêves et d'y aller, on se dit qu'il y a de très belles ambitions dans cette équipe, grâce à elle aussi, beaucoup. Ariane Habert est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Ariane. Bonjour Hélène. Tout va bien? Fin de semaine olympique hierroise avec des super résultats encore, avec la victoire de Jessie, la 3e place de Lauriane, la 3e place d'Axel. Ça roule pour le kite français, hein? Exactement, on a eu une super semaine olympique avec des conditions compliquées et ça a quand même matché, donc on est heureux. T'es comment toi dans ces coups de temps-là, dans ces moments-là, dans ces régates-là? Bon, écoute, tout d'abord, je suis concentrée parce que c'est mon boulot. Donc, j'ai une entière confiance en mes athlètes. Ils sont très autonomes. Donc, mon job, c'est vraiment d'être concentrée et d'intervenir si besoin au moment où c'est nécessaire. On y reviendra évidemment sur ton rôle de coach. Avant, je vais te poser ma question rituelle. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans ce milieu, dans le milieu de la voile, qu'est-ce que tu me réponds? Je pense que les femmes ont totalement leur place dans le milieu de la voile. Moi, je suis plus côté sport de glisse via le kitesurf et la wing maintenant. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de pratiquantes que chez les garçons, mais en fait, tu vois, pour l'olympisme, là, on a fait une grosse propagande pour mener les femmes au plus haut niveau. Et on se retrouve presque avec, actuellement, sur les pôles espoirs, plus de femmes que de garçons. J'aime bien quand tu dis propagande. Il faut faire ça, de la propagande? Ouais, bah oui, il faut les motiver, leur montrer que c'est possible, aller les chercher, les aider aussi, parce que le haut niveau, c'est
pas facile pour tout le monde, pour toutes les familles non plus. Donc on a fait plus de stages, plus d'entraînement, plus de suivi. Grâce à la Fédé aussi, on a pu avoir un petit peu plus de matériel et le fait d'aider dans toutes ces actions, ça a amené un bon paquet de filles au plus haut niveau et c'est un franc succès pour la Fédé, pour nous. À quel point c'est un leitmotiv pour toi? Les femmes dans la voile? Oui, et de les aider justement comme tu viens de le décrire? Oh, moi, je suis pas très féministe, tout ça. Donc, pour moi, c'est un leitmotiv de voir un gamin s'entraîner, faire des compétitions, aller au plus haut niveau, grandir, qu'il soit homme ou femme. Mais c'est vrai que à mon époque, il y avait très très peu de filles et c'était hyper frustrant en fait parce que le niveau était là, mais il n'y avait pas de forcément beaucoup d'inscrits toujours sur les compétitions. Et là, de voir que maintenant, grâce à l'olympisme, il y en a plein, c'est chouette. Au moins, on sait contre qui on se bat et il y a une flotte dense et c'est une fierté quand tu es athlète. Ariane, on va commencer avec les débuts, par où tout a commencé justement. Je lisais que ton papa naviguait en star, ta maman naviguait en planche à voile, tout ça Ouais. dans le sud de la France, à Nice. C'était écrit en fait, toi et la glisse, toi et la mer? Alors oui, j'ai eu la chance de vivre dans ce milieu-là, sur la mer, beaucoup, beaucoup, puisqu'on habitait au bord de mer à Nice. Et puis, j'ai grandi dans le club nautique quand même pas mal. Après, quand on est à Nice, on est pas mal à la montagne aussi, donc on est trituré, surtout sur les week-ends au printemps. Là, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? On va à la mer, on va à la montagne. Le choix est hyper difficile, hein, on se rend pas compte. Non, on est vraiment des enfants gâtés par la nature, tout au moins si on l'apprécie à son juste titre. Et voilà, ma maman, elle était vraiment dans les débuts des sports de glisse, les années 80, fluo, le monoski, le snowboard, le windsurf, fanboard, tout ça. Et voilà, j'ai grandi là-dedans, donc oui, certainement, j'étais prédestinée à ça. Après, clairement, le bateau, bon, j'ai toujours aimé, hein, parce que c'est chouette, mais aller plus loin dans le bateau, l'optimisme, j'ai un laser, j'ai fait du 420, ça m'a pas trop branché. Pareil pour la planche à voile. Moi, j'ai fait mon choix vers d'autres destinations. C'était plus quand on était à Nice, skate et surf, parce que oui, il y a des vagues à Nice, enfin à côté de Nice, des Brice, belles vagues sors de ce même. corps. Bryce est mon héros éternel. Bah, si Et tu entendu que Kelly Slater avait regardé le film et qu'il avait adoré, hein. ah bah oui, évidemment. Ça ne m'étonne pas. Et après, voilà, après j'ai eu passion snowboard. Et ça va un petit peu avec tout, parce que dans toutes ces activités, il y a un gros transfert d'activité. Et quand on touche à un de ces sports-là, on a du coup des aisances dans tous les autres. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec le kite? Je crois que ça se passe en Corse, tu as une vingtaine d'années. Cette rencontre-là, elle se fait comment et qu'est-ce que ça procure comme déclic chez toi? Ma première rencontre, c'était déjà, alors tu y es presque, hein, mais la première, c'était en Guadeloupe. J'ai fait un stage de kite et le premier jour, en fait, j'étais enceinte de mon fils Arthur. Et la femme de mon prof s'est rendu compte que j'étais enceinte. Et là, ils m'ont arrêté. Ils ont arrêté mon stage. Ils n'ont pas voulu continuer à m'enseigner. Donc là, j'ai pleuré pendant 3 heures, je pense. Donc ça a été grosse frustration. Et j'ai repris 2 ans après en Corse, à Bonifacio. Et là, ça a été nouvelle passion, nouvelle glisse, se faire tracter comme ça sur l'eau, c'était incroyable. Est-ce que tu peux nous décrire l'adrénaline que c'est, le plaisir que c'est, peut-être le danger aussi qu'il y a et en tout cas toi ce que tu en retires, à quel point c'est devenu, viscéral en fait? Moi, ce que j'ai vraiment aimé et pourquoi j'ai fait du kitesurf au début, c'est que j'adore le surf, j'adore aller dans les vagues, mais bon, on a quand même des vagues, mais pas tant que ça chez nous. Et l'avantage du kite, c'est tracté par le kite, on peut se positionner dans la vague et puis glisser et c'est hyper joueur. On peut aller à des endroits sur lesquels à la rame c'est plus compliqué ou si la vague ne pousse pas suffisamment pour surfer vraiment, là en kite surf avec un surf strapless,
on peut y aller comme on a des grosses houles en Méditerranée. C'était vraiment pour ça que je m'y suis mise. Et puis le fait aussi d'aller se promener. Voilà. Et puis la sensation de glisse, elle est excellente en surf, en twin tip. C'est plus par le foil après que j'ai trouvé de l'adrénaline. Quand il y a eu le développement du foil, là, les premières bords en foil, c'était la glisse ultime un petit peu. C'est comme quand on est en ski ou en snow dans un couloir et qu'on arrive dans un énorme champ de puff avec de la neige hyper légère. Voilà, cette sensation de légèreté, de fluidité, c'est vraiment cette sensation que j'ai retrouvée et que j'aime toujours. À l'époque, est-ce que tu faisais figure un peu d'extraterrestre en étant, justement une femme, dans ce milieu de kitesurfers? Écoute, je sais pas trop, mais par contre, c'est vrai que bon, j'aimais bien naviguer quand même de manière engagée. Et c'est vrai que les garçons, ils aimaient bien aller naviguer avec moi, et j'étais plutôt meneuse pour aller faire des trucs sympas, des petits raids ou aller dans un endroit un peu où pas grand monde y va. Voilà, j'avais pas mal de copains qui me suivaient pour faire ce genre de choses. J'aimerais qu'on revienne sur, la création de ton école, de kite, alors à Hyères. Alors pour ceux qui connaissent aussi, hein, à Hyères, il y a évidemment cette fameuse plage de l'Almanach où il y a évidemment, plein de kitesurfers qu'on voit depuis des années. Qu'est-ce qui, heu, qu'est-ce qui se trame dans ta tête pour te dire: «Je vais monter une école de kite, quasi toute seule», hein, si j'ai bien compris, à Hyères, et je vais emmener des minots, voilà, apprendre ce sport-là et les mener, au plus haut niveau. Qu'est-ce qui t'anime à ce moment-là et qu'est-ce qu'il faut comme énergie à ce moment-là? Bah, si tu veux, je me suis jamais trop posé ces questions-là. Quand je suis arrivée déjà première fois à l'Almanach, je suis littéralement tombée amoureuse de ce site. C'est vraiment en pleine zone Natura 2000, au milieu des Flamands Roses. Il y a le Tombolo, les Salins. On peut naviguer des deux côtés de la presqu'île. Puis c'est beau, il y a le bleu méditerranéen, c'est magnifique. Donc en un, le lieu m'a séduit, mais plus que tout. Ensuite, bah, j'étais kite dans ma tête et je commençais à en avoir marre de la montagne. Donc là, on a dit, allez, hop, on déménage à Hyères. Et là-dessus, en fait, moi, j'étais un petit peu en reconversion puisque bah, dans le snowboard, j'étais freinée par les diplômes. Je pouvais pas enseigner en snow parce qu'il fallait un BE ski et que j'ai jamais pu passer mon BE ski. Donc c'était un peu un ras-le-bol. J'ai fait d'autres choses dans ma vie et je me suis dit, mais moi, c'est l'enseignement, c'est le coaching que j'aime. Donc je suis partie à Hyères. D'abord, je me suis réinscrite en STAPS où j'hésitais avec une licence de psycho. Et en parallèle, je me suis inscrite au test technique du BP. Puis j'ai été prise direct. J'ai dit bon bah allez, hein, j'ai toujours rêvé d'avoir un diplôme sportif, c'est parti. Et suite à ça, ben j'ai monté mon école directement pour pouvoir enseigner. Et en fait, ça a marché tout de suite parce qu'avec mon réseau d'amis de la montagne, les gens que je connaissais ici, tout de suite, j'ai fait une saison. Bah, j'étais quasiment complète dès le début. Et après, ben il faut pas être gourmand. Faut voilà, dès que j'avais un petit peu de trésorerie, j'ai réinvesti, j'ai racheté du matériel, j'ai racheté un bateau, j'ai embauché des moniteurs et en fait tous les ans, je rajoutais un bateau, un pack matériel, un moniteur, ce qui fait que mon centre est un des plus gros centres français. Et en parallèle, ma passion, c'était vraiment de partager cette passion avec des minots. Et tout de suite, j'ai recommencé ce que j'avais déjà fait dans le snowboard. Je les ai entraînés et puis trimballés sur des compètes. Voilà, c'est vraiment ce partage de passion et de challenge par rapport à la compétition qui m'anime. Quand tu dis, moi c'est le coaching que je voulais faire, c'était ce vers quoi j'avais envie d'aller. Hem, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Ce qui me plaît énormément là-dedans, c'est bah, le côté dépassement de soi, se challenger, l'analyse et la beauté du geste technique aussi, comprendre et résoudre des problèmes quand ça ne fonctionne pas. Et après, tout l'univers de la performance, toutes les bulles de la perf, vraiment, ça m'anime. Alors, plus spécialement sur le côté humain, effectivement, relations humaines, donc préparation mentale aussi, prépa physique.
Et puis après tout le côté technologique, jouer avec les éléments, la météo, quoi faire dans quelles circonstances. Voilà, c'est vraiment un melting pot de tout ça qui m'anime. Ariane, on l'a dit en introduction parce que en parallèle et en même temps que se monte cette école et qu'elle grandit bien, toi, tu poursuis ta carrière d'athlète de haut niveau. Tu vas aller sillonner les mers du globe pour justement aller faire ces compétitions de kite. Comment, à l'époque, tu jongles entre ces deux métiers, on va dire? C'était pas facile au début. En fait, quand il y a eu la reconnaissance du haut niveau, comme j'avais commencé à générer une émulation sur hier, la Fédé s'est rapprochée de moi. Et quand il y a eu le premier diplôme d'État pour être entraîneur, ils m'ont proposé de faire partie de la première promo. Et en fait, j'ai accepté, évidemment, parce que là, je voyais la porte qui s'ouvrait et c'était une belle opportunité. Mais pour moi, il me manquait quelque chose dans mes coachings, c'était avoir fait de la compétition pour Ressentir la même apprendre. chose que tes athlètes? Ouais, exactement. Enfin, pour moi, pour comprendre ce qu'ils vont subir ou pas subir, ou comment ça marche, ou les rouages de la compétition, je me voyais pas entraîner sans avoir mis un lycra sur le dos. Donc, et pour apprendre plus vite aussi, parce que j'y connaissais rien réellement. Et pour apprendre plus vite, le mieux pour moi a été de participer à des compétitions. Donc j'en ai fait une for fun, et puis ça a marché. Et puis là, on a fait un pari à la con. On a dit là, si je fais podium, je m'inscrirai à la Coupe du Monde hier. Et puis j'ai fait podium. Et puis du coup, je suis allée au PKRA. Et bon, après de fil en aiguille, c'est vrai que je me suis un petit peu prise au jeu de la compétition. Mais voilà, c'était pas une finalité au début. J'ai juste fait ça vraiment, un, pour m'amuser, et deux, pour apprendre. Et par altruisme aussi avec tes athlètes. Quel genre de compétitrice étais-tu ou es-tu? Euh, alors, moi, en tant que compétitrice, je suis déjà hyper stressée déjà. Enfin, tu vois, je vais être plutôt hyper active. Et après, je vais mal gérer le risque. C'est-à-dire que quand il faut assurer, je vais me mettre quand même à 110 ou 120%, et là, il va m'arriver une catastrophe. Mais après, voilà, j'ai grandi là-dessus, et c'est vrai que les dernières compétitions que j'ai fait, j'arrivais à gérer ma semaine, ma compétition, à me mettre dans ma bulle, à marquer des points quand c'était le moment du money time, et ça allait à peu près, quoi. Après, bon, c'était compliqué, hein. Je travaillais en même temps, je coachais en même temps, j'avais Arthur qui était petit aussi. Voilà, ça n'a jamais été du sport à haut niveau comme maintenant ceux qui sont en prépa olympique. C'était le début, quoi. Comment tu faisais pour gérer tout ça? Bon, j'ai un petit côté hyperactif, donc ça passe bien, il n'y a pas de souci. C'était mon hobby, c'était mon divertissement. Qu'est-ce que la compétitrice que tu étais et puis tout ce que tu as pu apprendre sur toi et apprendre sur justement la compétition de haut niveau pour après aller le retranscrire et mieux le comprendre avec tes athlètes, est-ce que tu as appris sur toi qui t'a aidé J'ai peut-être appris par la suite justement pour être coach? J'ai appris à mieux gérer mes émotions, à me recentrer sur l'essentiel. Et après, surtout, j'ai pris énormément d'expérience que j'ai transmis aussi à toute ma troupe, parce que j'ai beaucoup appris en mode essai-échec. Et bon, à partir de là, quand je vois qu'il y a quelqu'un ou un athlète qui commence à aller dans le mur, je peux lui dire attention, il va se passer ça. Et ça, c'est une force, je pense. Même si il y a quand même beaucoup d'athlètes qui ont besoin d'apprendre aussi en mode essai-échec pour comprendre. Il y en a, on a beau leur dire ce qui va se passer, ils ont besoin de se prendre la petite claquounette pour comprendre. Et ça, je le respecte entièrement. Ils sont tous différents, de toute façon, tout le monde est différent. Ariane, je lisais dans un article qui t'était consacré, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, au départ, le kite dépendait de la Fédération française de haut vol, et puis après, elle est passée sous l'égide de la Fédération française de voile. Il faut que tu m'expliques cette phrase quand tu dis ça a été un choc sur les premières sélections au championnat du monde.
Là, c'est la fédération sélectionne 4 filles et 16 garçons et tu dis: «J'ai pris un peu les choses à bras le corps, je suis montée à Paris pour me présenter». C'était quoi l'histoire? C'était pour aller défendre les femmes dans ce milieu-là? Non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'était que effectivement, quand la délégation du kite était encore à la Fédération française de vol libre, pour aller sur les compétitions World Sailing, il fallait l'accord du MNA français. Donc, en l'occurrence, c'était le président de la Fédération française de voile qui représentait tous les sports de voile au niveau de la Fédération internationale. En gros, c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été sélectionnée pour aller courir sur la finale de World Sailing à Abu Dhabi, donc sur laquelle étaient sélectionnées uniquement 4 filles et 16 garçons, en fait, le président de la Fédération française de voile ne nous a pas signé son accord. Donc, c'est-à-dire que on s'est retrouvés sur le carreau, on n'a pas pu aller faire la finale. Et au niveau humain, j'ai trouvé ça quand même hyper limite parce que, enfin, nous, on s'est entraîné, on a mis tout ce qu'il fallait pour se sélectionner et pour aller sur cette finale. Et là, on n'a pas pu. Donc, oui, une rancœur que j'ai toujours d'ailleurs. Et donc, j'étais pas forcément en très bon terme avec la Fédération française de voile à ce moment-là. Et quand il y a eu le changement de délégation, je me souviens, j'étais en vacances à Fuerte. C'est en janvier 2017. Et en fait, quand j'ai appris ça, j'ai dit, oh, mais là, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, comme j'étais sur différents domaines au niveau du kite, tant sur de la formation que sur du développement et sur les structures, que sur du haut niveau avec le pôle espoir, j'ai dit, le mieux, c'est de monter et se présenter et d'aller voir comment ils veulent gérer le kite et qu'est-ce qu'ils vont faire de nous. Surtout, c'était aussi ça mon inquiétude, de nous en tant que cadre et athlète. Et puis voilà, donc je suis rentrée de vacances et le lendemain, j'étais à Paris dans le bureau du DTN et du fameux président qui m'avait pas signé mon M&A. Et puis écoute, finalement, ça s'est très bien passé et la passation de la FFVL à la FF Voile s'est très bien passée aussi. Et aujourd'hui, on est super content, mais c'est vrai que sur le coup, j'étais vraiment en doute suite à cette mauvaise expérience. Comment est-ce que grandit ton école, justement, à l'époque? Parce qu'effectivement, on part d'une école que tu crées à bout de bras et puis ça va devenir le lieu de référence. Énormément travaillé, je donnais des cours tout le temps. Après, hors vacances scolaires, mon hobby c'était le pôle espoir. On allait coacher les jeunes le mercredi et le vendredi. Et puis voilà, en fait, quand tu réinvestis, que tu travailles, en général, si tu es motivé et que ça se passe bien, que tu mets de la bonne humeur et des sourires là-dedans, en général, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Après, au niveau management et marketing, voilà, j'ai des notions parce que j'ai fait une maîtrise management du sport. C'est pas énorme, mais ça m'a donné les notions suffisantes pour que ça fonctionne. Donc, écoute, l'école, elle va bien. Je t'avoue l'avoir un petit peu abandonnée là depuis 4 ans parce que je suis partie sur la préparation olympique avec la FF Voile. Mais écoute, ça tourne et les clients sont contents, les moniteurs sont contents, tout va bien. Justement, tu parles de cette préparation olympique parce qu'effectivement, pour la première fois, le kite va être série olympique donc à Marseille cet été. À quelle fois c'est une reconnaissance de se dire que son sport devient sport olympique? Ouais, je pense une fierté parce que c'est vrai qu'on est un sport, tu vois, déjà, ça s'appelle Formula Kite, quoi. Tu vois, ça fait référence à la Formule 1. C'est vraiment au niveau technologique, on est incroyable, tu vois. T'as un petit bonhomme face à un gros cerf-volant et un avion qui vole sous l'eau, c'est quand même fou. Et on a des perfs purs qui sont aussi hyper élevés, tant en vitesse qu'en remontée au vent, descente au vent. On navigue dans tout type de conditions. On part à partir de 6 nœuds et on peut naviguer jusqu'à 35 nœuds, même plus. Après, c'est souvent les états de mer ou quoi qui font qu'on ne va pas sur l'eau ou les bateaux comités qui tiennent pas. Mais on peut aller même plus loin avec du matériel adapté.
Et voilà, c'est un sport qui est hyper esthétique, c'est beau, c'est perf. Et puis, il y a de l'engagement, il y a un côté extrême dans cette glisse. Et les athlètes, ils sont sérieux, avec un petit côté fou, et c'est ça que j'aime. Dans ta tête, toi, de coach, le déclic, il se passe comment? Est-ce que c'est un enjeu particulier de se dire: «Bon, alors attendez, maintenant, là, il va falloir qu'on se prépare pour les jeux»? Est-ce que ça a changé quelque chose? Alors ça a changé, oui, parce que avant qu'on soit olympique, tu vois, en tant qu'entraîneur de l'équipe de France, on avait 3-4 stages par an, plus coaching sur championnat d'Europe et championnat du monde. Donc c'était des petites vacations qu'on faisait, alors que maintenant on est 2 entraîneurs à plein temps sur la série. Après, ça reste un sport sur lequel les athlètes se sont construits quand même beaucoup en autonomie. Pour moi, ça, c'est une force. Donc, nous, on fait attention de ne pas être trop sur eux et de ne pas les envahir, de respecter cette autonomie. Pour moi, c'est une phase essentielle dans le modèle de perf. Et puis, par contre, on travaille énormément sur tous les à côté, les planifs, la relation avec les athlètes. Et voilà, donc c'est une fierté, c'est sûr. C'était pas un aboutissement en soi, puisque à la base, je pensais pas que j'allais pratiquer un sport qui serait un jour olympique et que je serais entraîneur des équipes de France et que j'irais moi-même aux Jeux. Donc voilà, on va dire que je surfe la vague et je suis hyper contente. On va aller jusqu'au bout, mais surtout là où il faut pas qu'on se plante, c'est que vraiment faut qu'on garde notre naturel. Peut-être pour la PO d'après, ça va changer, tu vois, mais là, on en est là. Jusqu'à présent, ça a marché. Donc, il faut juste qu'on reste comme on est et il n'y a aucune raison que ça dysfonctionne. Quel genre de coach tu es, Ariane? Je pense que j'arrive à m'adapter en fonction de l'état d'humeur du jour et en fonction de chaque athlète, à motiver, à booster quand il faut, à être à l'écoute quand il faut, à être calme et laisser faire quand il faut. Après, en tant qu'entraîneur, je pense que ma force, ça a été de connaître mes forces et mes faiblesses, et surtout d'aller combler mes faiblesses par du staff à côté, et déléguer en fait là où moi je savais pas faire, et Par exemple? m'épanouir là où je savais faire. Bah, typiquement, c'est exactement comme ça que je suis allée chercher mon binôme Bertrand Dumortier, qui lui a une expérience en analyse data, en stratégie de fou par tout son passé, qui a une expérience de l'olympisme aussi. Et puis Qui était moi, c'est un entraîneur petit des peu 4,70 hein? Mmh. exactement, c'est un peu mon talon d'Achille, puisque l'olympisme, c'est la première fois. Et puis tout ce qui est analyse, stratégie, avec les athlètes, on s'est construit tout seul et on a appris tout seul, tu vois, avec des intervenants que je faisais venir et par notre expérience. Donc voilà, donc typiquement, je pense que Bertrand plus moi égale un top coach de kite. Je pense qu'en solo, j'aurais pas pu et lui en solo non plus. Tu dis, on se complète bien avec Bertrand parce que les athlètes aussi comme ça peuvent s'adresser à lui ou à moi, fille ou garçon et comme ça c'est plus riche. Exactement. Ah, si tu veux, quand on s'est construit, on était un petit groupe et j'ai toujours entraîné hommes et femmes en même temps, les jeunes, les plus vieux. En fait, on essayait de rameuter un petit peu tout ce qu'on pouvait pour essayer de faire un groupe. Et pour moi, ça a été vraiment important. Et là, c'est génial parce que la Fédé a été à l'écoute et a accepté ça, qui est un nouveau concept total à la Fédé, hein, puisque ça s'est jamais trop vu, de garder le groupe et au lieu de diviser, de faire un groupe femme et un groupe masculin, d'accepter qu'on soit 2 coachs pour tout le monde. Et en fait, les athlètes, ils vont voir un coup Bertrand, un coup moi, et nous, on est complètement OK avec ça. En 2022, tu es élu coach de l'année lors de la soirée des champions. Ouais, ça a été une belle récompense. Je m'y attendais pas du tout. Et en plus, c'est ça, c'est la seule année dans l'histoire du kite où on n'a pas été champion du monde. Donc pour moi, c'était plutôt une année échec, puisque 2016, il y a eu Max, après il y a eu Nico, 2017, 2018, 2019. Après, il y a eu Covid, Théo, ou l'inverse, je sais plus. Et après, 2022, pas de titre. Et 2023, c'est Lauriane qui reprend le flambeau du titre de championne du monde.
Donc oui, bah écoute, c'est vrai qu'on avait fait quand même malgré tout une super année et bah écoute, ça a récompensé aussi peut-être toutes ces années que j'ai données de ma personne pour le kite. Il avait de la fierté ce soir-là sur la scène de l'Olympia? Ouais, j'étais clairement timide, hein, là, je m'y attendais pas du Ouais, je m'en tout souviens. et ouais, 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 pas trop de la fierté. J'étais vraiment, enfin, contente et un peu gênée, mais Pourquoi j'étais gênée, Ariane? non, pas gênée. Non, je sais pas. Bah, tu sais, moi, je fais vraiment ça par passion et pas du tout par reconnaissance. Alors, c'est vrai, c'est toujours émouvant et on est toujours content quand on a de la reconnaissance, mais c'est vraiment pas du tout le but du pourquoi, du comment je fais ça. Et non, non, bah oui, forcément, il y avait de la fierté. Et puis ça m'a mis, ça, je l'ai bossé aussi à titre perso en préparation mentale. Ça m'a mis aussi devant le fait accompli que peut-être que j'ai fait du bon boulot et que je peux en être fière. Oh là là, le syndrome de l'imposteur typiquement féminin qui ressurgit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, 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 mais bon, enfin voilà quoi. Il y a pas de. Mais c'était une super récompense et j'en suis vraiment fière et c'était une belle soirée. Et je me souviens de tes athlètes aussi qui avaient fait un petit film pour parler de toi. Tu as quel rapport avec eux? Alors moi je disais de façon évidemment avec des guillemets, hein, pas un rapport maternel, mais en tout cas il y a beaucoup d'humain, j'ai l'impression, dans le rapport que tu y mets, dans ta façon d'appréhender le coaching. Tu as quel genre de rapport avec tes athlètes? J'essaye vraiment de savoir ce que je peux leur apporter, comment je peux les accompagner et comment je peux les aider. Et surtout de savoir par quel chemin je peux aller pour les booster quand ils n'ont pas envie ou quand il y a de la déroute. Et du coup, de les cadrer, mais sans que ce soit violent ou autoritaire. Donc, je rentre par le côté humain. Euh, et après, j'ai les rôles un petit peu, bon ben, de coach, d'adulte qui parle à un adulte, c'est un petit peu comme enfin, c'est de l'analyse transactionnelle en fait. Le côté, voilà, où bah, je suis le coach, je donne les instructions. Après, le côté, effectivement, de temps en temps, un petit peu parent, parce qu'ils sont jeunes et ils ont besoin de cadre. Et bah, s'il faut cadrer, bah, je suis là pour ça, c'est mon taf aussi. Et aussi, quand même, le côté enfant où s'il faut aller faire une connerie avec elle, je serai la première avec eux, je serai la première à partir et de les embrigader dans un trip à la con parce que c'est ça qu'on aime aussi, tu vois. Donc voilà, c'est dans tous ces rôles, et ben c'est se mettre sur le bon rôle au bon moment. Les moments où il faut être sérieux, les moments où il faut remotiver, les moments où il faut jouer et rigoler. Et puis on tourne comme ça. Ariane, on sait qu'une préparation olympique, c'est extrêmement engageant, extrêmement chronophage. Alors pour les athlètes évidemment, pour les coachs qui les suivent aussi. Comment on gère sa vie perso dans ces 3 ans-là ou 4 ans-là? Comment toi, est-ce que tu arrives à gérer tout ça en fait en tant que maman, hein? C'est pas rien non plus. C'est pas facile, hein, au niveau de la famille, c'est un peu, bon, j'ai de la chance que le papa de Jade, ma petite fille, m'accompagne dans cette aventure, mais bon, clairement, on a mis l'échéance de Paris 2024. Je pense que ça va mal se passer si je lui dis que je repars dans une PO. Mais voilà, il y a eu quand même beaucoup de sacrifices familiaux. Pour Jade aussi, ça a été dur parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements. Au début, c'est aussi pour ça que je travaillais avec Bertrand, c'est que je voulais faire moins de déplacements et l'envoyer plus lui sur les suivis de régates. Mais en fait, c'est pas possible de suivre un groupe et de pas être là sur la régate et le jour J, parce que finalement, c'est là qu'on voit un petit peu le résultat et le fruit de notre travail et que on se remet des nouvelles échéances et des nouveaux objectifs. Donc, bah, en fait, j'ai fait quasiment toutes les régates avec Bertrand. Et voilà, mais ça a été hyper compliqué au niveau familial. Et c'est pas fini, hein. Non, c'est
Et c'est quoi tes petits trucs de maman, du coup, pour justement pallier ces absences, pour essayer de rendre ça un peu moins difficile, un peu moins douloureux? Bah, on a un doudou qui s'appelle Remplat, donc Remplat, il remplace. Et Avec puis, l'odeur de voilà, maman dessus? exactement, tu as tout compris. Et puis on s'appelle tous les matins, pas le soir, parce qu'avec la fatigue, pour Jade, ça génère souvent des coups de déprime et des pleurs que après, son papa n'arrive pas trop à gérer. Donc on s'appelle le matin. Ça, c'est un peu dur le soir quand tu as envie d'appeler à la maison et que tu peux pas parce que tu as peur que ça fasse un drame. Mais voilà, la technique, ça a été ça. Et puis, j'ai aussi une chance, c'est que j'ai son grand frère Arthur, qui est dans l'aventure aussi parce qu'il est en équipe de France jeune. Donc, ce que je dis à sa sœur, c'est que il y a des moments où je suis avec Jade et des moments où je suis avec Arthur. Mais pour moi, d'avoir Arthur, ça a été aussi une force parce que je me dis que il n'y a pas l'une, mais il y a l'autre et chacun son tour. C'est un crève-cœur? Ouais, quand même. Je pense pas être partie souvent en ayant franchi le portail sans pleurer. Petite mamoune. Mais bon, après, une fois que le portail est passé, voilà, on bascule un peu dans une autre vie et ça passe tellement vite une fois qu'on est dedans que on se rend pas compte. C'est plus pour ceux qui restent que c'est dur. Une maman qui pleure en franchissant le seuil de sa porte, mais une coach qui a eu beaucoup de sourires aussi parce que, on le disait, le kite tricolore quand même, éclabousse de sa superbe le reste du monde, hein, j'y vais franco. Hem, Qu'est-ce qui fait la force, heu, du kite tricolore? On est précurseur en France au niveau du foil, puisque le foil est né en France. On est précurseur aussi dans les structures d'entraînement. C'est-à-dire que quand on a commencé à avoir les pôles espoirs, on était les seuls dans le monde. Quand j'étais moi-même en équipe de France, on partait toujours avec un coach et un kiné. Et pareil, on était les seuls au monde à avoir de l'encadrement. Donc là-dessus, on a eu de l'avance. Donc on a eu plus d'athlètes, plus d'émulation, qui ont toujours essayé entre copains d'être plus forts l'un que l'autre, de le doubler, et c'est ça qui a fait énormément progresser la troupe française. Voilà, je pense que les secrets, c'est ces trois paramètres. Il va y avoir les Jeux évidemment, à Marseille. Si je me trompe pas, c'est le 4 août, le début des compétitions pour le kite? Exactement, le 4 août. Et Laura et Axel qui sont, qualifiés, hein, pour les Jeux. Hem, Ces derniers petits mois, ces dernières, semaines, quand on est coach comme ça, qu'on a ces 2 athlètes sélectionnés, ces 2 athlètes qui ont ultra performé, ces dernières années, on doit être comment, en fait? C'est quoi le mot d'ordre là jusque début août? On doit être attentif et puis attentif à garder le rythme, surtout. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas en rajouter et arriver fatigué, et surtout pas en enlever sous prétexte qu'ils sont qualifiés. Et voilà. Donc garder une routine d'entraînement, ne pas se faire assaillir par les sollicitations diverses et variées. Voilà, rester concentré, continuer à s'entraîner, continuer à tester et choisir le matériel. Et puis là, aller perfer au championnat du monde, parce que ça donne de la confiance quand même quand on est sur des podiums à la veille des Jeux. Et après, on va se faire un gros bloc de préparation sur le plan d'eau des Jeux à Marseille. Et là, pareil, ça va être voilà, c'est vraiment garder l'essentiel en fait. Prépa physique, entraînement sur l'eau, choix du matériel et rester concentré essentiellement là-dessus. Pas se faire envahir. J'aimerais bien que tu nous, parles, allez, avec, un ou plusieurs mots, plusieurs adjectifs, justement, de tes 2 athlètes qui vont représenter la France dans la catégorie kite. Alors nous, journalistes, on voit les résultats, on les interviewe, on se fait une idée. Mais, toi, la coach que tu es, Lauriane Nolot, Axel Mazella, ils sont l'un et l'autre, hein, parce qu'évidemment, ce sont pas les mêmes personnes. Ils sont comment, toi, dans tes yeux à toi? Axel, ça va être le talentueux, laborieux, qui va rien laisser au hasard, qui va être vraiment en capacité de bosser, mais aussi il est hyper talentueux, il a une glisse de fou. Il peut avoir un petit côté prudent sur lequel on le booste pour qu'il arrive à se dépasser.
en compétition. Et Lauriane, alors ça va être un petit peu, alors l'inverse non, parce que talentueuse, elle l'est aussi. Laborieuse, elle l'est maintenant, mais ça c'est la PO qui lui a appris ça. Voilà, maintenant elle est vraiment dans sa routine d'entraînement et elle laisse rien au hasard. Et puis elle, ça va être l'énergie à fond tout le temps, à rigoler. Voilà, donc elle, des fois, faut un petit peu la canaliser. Et les deux ensemble, ça match super bien. Ils sont hyper copains, c'est du bonheur. T'as un souvenir comme ça, toi, sur ton zodiaque, à un mondial, à une Coupe du Monde, et de les voir gagner? Alors j'ai la chance d'en avoir plein des souvenirs Bah comme oui. ça, parce que les deux, ils gagnent souvent. Bah, je t'avoue, quand Lauriane, elle a eu son titre mondial l'an dernier, j'ai quand même versé ma petite larme parce que bah, c'est la première fille française à remporter le titre de championne du monde en Formula Kite. Donc bravo, ça c'est vraiment vraiment chouette. Et puis bah, Axel, pareil, hein, il fait tout le temps en podium. Il n'a pas eu le titre encore. Je lui souhaite que ce soit cette année, mais ça sera certainement un bon moment d'émotion. Mais après, quand il a gagné le test event, c'était incroyable. L'an dernier sur la SOF aussi. Ouais, non, c'est waouh, bravo. Ça dit quoi de toi, de ton parcours, de tout ce que tu y as mis, de toute cette abnégation, quand tu vois justement tes athlètes aller décrocher des titres, un titre mondial pour Lauriane aussi? C'est eux qui font la perf. Donc en un, je suis énormément content pour eux. C'est eux qui tournent entre des bouées, tu vois. Et bon, après, je me dis que quand même, il y a eu du bon boulot derrière. Tu nous disais aussi, tes enfants, ils font du kite, ils en sont où là? Alors, tu as un fils qui est plus grand, hein, évidemment. La petite aussi s'y met, tu nous racontes? Alors ouais, Arthur, il a été double champion du monde en U15 en freestyle et en foil en U19. Après là, en senior, il a un peu plus de mal avec les histoires de prise de masse. Il n'a pas pour l'instant le bon gabarit. Donc on va voir ce qu'il fait pour la prochaine PO Los Angeles. Là, il est en train de passer son monitorat de kite en parallèle. Et Jade, bah écoute, elle a fait ses premiers bords à 7 ans. Et elle nous suit de près puisqu'elle vit vraiment l'expérience avec nous. Et là, ça y est, écoute, elle a pas encore 8 ans. Elle a fait une petite traversée de baie de hier en kite la semaine dernière et Oh elle est waouh! hyper contente. Elle a trouvé que les sensations étaient incroyables et elle a envie d'y retourner. Mais C'est quoi après, elle la aime bien le cheval aussi. c'est quoi la fierté de la maman de voir son fils, voilà, titré, au plus haut niveau, de voir sa petite, toute petite faire des traversées de la baie en kite? Bah, ce que j'aime, c'est, enfin voilà, quand on a des parents un peu hyperactifs comme ça, en fait, moi, mes enfants, je les ai vraiment mêlés à cette aventure parce que c'est aussi ma manière de les voir et que la famille est une de mes valeurs et ma valeur principale. Donc c'est ensemble ou rien. Donc je pense que tout ce que je fais, ils le partagent d'une manière ou d'une autre avec moi. Et bah Arthur, c'est une fierté et bon, des fois je me demande un peu, je culpabilise un petit peu de l'avoir mené dans cette aventure parce qu'au niveau études, il est un petit peu passé à côté, mais c'est comme ça. C'est pas pour autant qu'il sera plus ou moins malheureux. Et puis Jade, écoute, elle nous suit, elle vit l'aventure avec nous. Régulièrement, quand je suis en galère sur des entraînements, des fois, elle vient avec nous, elle est sur le bateau, elle fait les drapeaux, elle regarde. Voilà, je pense qu'aussi ils sont forts tant l'un que l'autre, hein, parce que faire du kite à 7 ans, c'est aussi un exploit. C'est parce que en fait, ils regardent, ils observent et il y a du mimétisme qui se met là-dedans et on apprend sans pratiquer en fait. En tout cas, c'est beau, hein, bravo. Hem, Ariane, merci beaucoup d'avoir été, l'invitée. J'ai quand même une dernière petite question. Tu seras comment, le 4 août au matin? En forme et de bonne humeur, comme tous les jours. C'est un travail ça d'être, en forme et de bonne humeur tous les jours? C'est un travail sur soi? Alors de bonne humeur, je pense pour moi c'est assez naturel. Je suis quand même plutôt d'un naturel souriant et envie de passer une bonne journée, tu vois. Et après, en forme, oui, ça se travaille. Bah écoute, nous aussi, coach, on essaye de se tenir en forme,
de pas se faire embusquer par le quotidien, l'ordi, le téléphone. Voilà, je navigue aussi. Quand je navigue pas et que je glisse pas, de toute façon, je suis triste. Donc c'est vraiment mon leitmotiv. Je suis obligée de faire ça pour mon bien-être personnel. Et puis on fait du sport, parce que c'est comme ça qu'on s'y en forme, et on dort bien. Allez, la dernière question, puisque j'ai parlé du 4 août, le 8 août, idéalement, il est comment le 8 août? Ah bah c'est la fête le soir, je pense. Alors, le 8 août, on rappelle, ce sera la fin des compétitions de Formula Kite. Il y aura eu les medal race, il y aura eu, donc voilà, on espère deux grosses fêtes. Exactement. Merci beaucoup, Ariane, d'avoir été l'invitée de Navigante. On sait que ton temps est précieux, maintenant. Voilà, je vais. Pas de souci. Merci beaucoup, Hélène, en tout cas. Et puis, on te souhaite, allez, des bonnes dernières semaines et puis surtout, des très bons Jeux Olympiques avec Bertrand Dumortier à tes côtés aussi au coaching, et puis Lauriane Nolot et Axel Mazella. Merci beaucoup, Ariane Imbert. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.